Il s'agit donc de savoir comment l'État va modifier en fait notre modèle en équilibre général calculable. Alors, en fait, il y a des recettes de l'État, il y a des dépenses de l'État, et puis éventuellement il pourrait y avoir une modification de l'équilibre financier de l'économie. Alors, ce troisième point ne sera pas abordé ici. Donc ici, on va juste regarder d'une part les recettes, d'autre part les dépenses. Alors, les recettes, eh bien, l'État perçoit en fait des impôts, des taxes, éventuellement des cotisations sociales, si on entend par l'État, si on a une définition large avec les organismes de protection sociale. Donc ici, on va juste supposer que l'État perçoit deux types d'impôts, un impôt direct, un impôt indirect. Alors l'impôt direct, vous savez ce que c'est celui qui le verse, qui est taxé. Donc par exemple, si vous payez un impôt sur le revenu, eh bien c'est un impôt direct parce que vous êtes imposé sur votre revenu et c'est vous qui le versez à l'État. Pareil pour l'impôt sur le bénéfice des sociétés, qui est un impôt direct sur les entreprises. Et puis, il y a aussi des impôts indirects qui sont définis par le fait que ce n'est pas celui qui le verse à l'État qui est taxé. En effet, par exemple, une taxe à la consommation, genre une TVA, eh bien, l'entreprise va la percevoir et va la verser à l'État, mais c'est en fait le consommateur final qui la paye, puisque c'est lui qui l'a payé à l'entreprise en plus du prix hors taxe, et c'est l'entreprise qui la verse à l'État. Donc c'est un impôt indirect. Donc on va introduire un impôt direct, un impôt indirect. Et puis concernant les dépenses de l'État, en fait il pourrait y avoir différentes formes de dépenses. D'abord, pour garantir l'exécution de ses missions d'ordre public, eh bien, l'État fait une demande de biens et services, achète des camions, des machines, etc. Donc, c'est une demande de biens et services, et donc, il doit y avoir effectivement un nouvel agent qui demande sur le marché des biens et services. Ensuite, l'État peut effectivement verser des subventions, par exemple aux entreprises, et puis l'État peut aussi effectuer des transferts au profit de certains agents, par exemple des ménages. Alors ici, on va simplement supposer que l'État effectue une demande de biens et services. Donc vous voyez, on regarde, en fait, on présente une modélisation simple de l'État. Quel est le principe d'une recette? Quel est le principe d'une dépense de l'État? Comment ça affecte l'économie? Et quand vous aurez à faire le projet final, il faudra que vous généralisiez à d'autres formes de recettes et d'autres formes de dépenses. Donc, on va tout d'abord modéliser les recettes de l'État et notamment donc les impôts directs. Donc les impôts directs, encore une fois, celui qui le verse, c'est celui qui est taxé. Et dans ce petit exercice que je vous propose, on va supposer qu'il n'y a que les ménages qui sont taxés par un impôt direct. La taxation sur les entreprises, ça marche selon le même principe. On a en fait un taux de taxation qui est défini par ITR, pour Income Tax Rate. Et ce taux de taxation, il va générer en fait au moins deux écritures dans le modèle. Première écriture, du côté de celui qui est taxé, donc le ménage, eh bien ce ménage, généralement, précédemment, il avait un revenu INC, qui était lié à la détention des facteurs de production. Il offrait son travail et son capital. Eh bien maintenant, il ne peut pas affecter la totalité de ce revenu à la consommation. Il ne peut qu'en affecter qu'une partie. Et cette partie, on va l'appeler Disposable Income, pour revenu disponible, DISP _INC, et ça va être défini comme étant égal à le revenu, INC, fois 1 moins ITR, c'est-à-dire 1 moins le taux de taxation sur le revenu. De l'autre côté, cela va générer une première recette pour l'État, qui va être ITR fois INC, c'est-à-dire le taux de taxation fois l'assiette fiscale. On a aussi un impôt indirect, et donc là je vais supposer qu'il y a un taux de taxation indirect par secteur, donc que j'appelle le taux
indirect / tax définit sur I les trois secteurs. Et cet impôt indirect, ça va créer une différence entre d'une part le prix reçu par les producteurs, que je vais appeler ici PYI, et le prix payé par les consommateurs, que je vais appeler PI. Et cette différence, elle est expliquée par la relation suivante. Le prix reçu par les producteurs fois 1 plus le taux de la taxation indirecte est égal au prix payé par les consommateurs. Alors voyons maintenant comment modéliser les dépenses de l'État. Donc je vous rappelle qu'on a supposé qu'il y aurait une seule dépense, une dépense de demande de biens et services, donc qui va affecter notamment l'équilibre du marché des biens et services, puisque ça va faire une demande supplémentaire. Alors ce sera à vous, effectivement, d'imaginer comment modéliser d'autres formes de dépenses, des transferts aux ménages, des subventions aux entreprises, etc. Mais pour l'instant, juste un seul type de demande, de dépenses, la demande de biens et services, pour voir en fait comment structurer un modèle avec l'État qui est présent. Alors je vais supposer en fait que l'État maximise en fait une Cobb-Douglas. On va avoir en fait implicitement ce type de comportement, même si ici l'utilité de l'État c'est pas tellement évident en fait à entendre, à comprendre. En fait, c'est comme s'il avait une utilité de type Cobb-Douglas, et le résultat, c'est que la répartition de son budget est constante. Donc, en fait, la seule dépense, c'est une demande de biens et services. Donc, la dépense totale, je vais l'appeler budget underscore exp. En fait, la répartition de ce budget total entre les différents secteurs est constante. Donc, je peux écrire une équation du type le prix du bien I, PI, fois CG de I, donc la dépense du gouvernement dans le secteur I, c'est égal à une part constante du budget total, budget underscore EXP. Et ce paramètre de répartition de la dépense totale de l'État entre les différents secteurs, je l'appelle alpha underscore G de I. Alors, on a déjà exprimé les recettes de l'État sous la forme d'un impôt direct et d'un impôt indirect. Deux relations déjà. Une troisième relation qui est la dépense de l'État sous la forme d'une demande de biens et services. En fait, l'État pourrait aussi affecter l'équilibre financier de l'économie. Et donc, il faut obligatoirement ici avoir une équation qui va définir l'équilibre financier de l'État, déjà. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Alors, si on réfléchit bien, c'est un modèle en équilibre général. Et donc, il faut que tous les marchés soient reliés les uns aux autres, qu'il y ait une interdépendance complète, et donc il doit y avoir une demande de financement qui est égale à l'offre de financement, mais au plan global. Alors qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'économie ? Premièrement, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a ni épargne des ménages, ni épargne des entreprises. Bon. Deuxièmement, il n'y a pas d'investissement des entreprises. S'il y avait un investissement, il y aurait une demande de financement. Et là, il n'y en a pas. Troisièmement, il n'y a pas d'agent reste du monde. Donc, il n'y a pas de relation financière avec le reste du monde. Donc, on ne finance pas le reste du monde ou on ne se fait pas financer par le reste du monde. Donc, forcément, il y a un équilibre financier de l'État, puisqu'il n'y a ni demande de financement ni offre de financement en dehors de l'État. Donc, il y a un équilibre financier de l'État. Il faut donc que ses recettes totales soient égales à sa dépense totale. Ces recettes totales, c'est les deux formes d'imposition que j'ai précédemment exposées. Et puis, sa dépense totale, c'est la variable budget _exp. Voici la matrice de comptabilité sociale qui va vous permettre de réaliser l'exercice. Donc en suivant la façon traditionnelle de présenter une matrice, je pars des niveaux de production de biens et services dans l'agriculture, l'industrie et les services qui sont ici indiqués. Et ici la différence, c'est que
On a aussi la taxation indirecte, puisque les ventes de ces biens et services ont permis aux entreprises de collecter des taxes indirectes qui sont reversées à l'État. Et donc, on a ici les chiffres de ces taxations indirectes versées par la vente de biens et services dans l'agriculture, l'industrie et les services. Cette production de biens et services nécessite des consommations intermédiaires. Voici la matrice de consommation intermédiaire avec à chaque fois donc en ligne le bien qui est acheté par le secteur qui est en colonne. Donc par exemple 2490, c'est la valeur de la consommation intermédiaire de services achetés par le secteur industriel. On a ensuite la rémunération des facteurs de production. Donc par exemple dans le secteur pour le capital, on a 200 dans l'agriculture, 2100 dans l'industrie, 500 dans les services. Ensuite, on a effectivement avec cette rémunération des facteurs primaires, eh bien, ces facteurs primaires reversent l'argent aux ménages qui va permettre la formation du revenu des ménages. Donc par exemple, on a 7200 de rémunération du travail qui est versé aux ménages, et puis le capital pour 2800 est reversé aux entreprises, et comme les entreprises ne font pas d'autofinancement et redistribuent l'intégralité de cette somme aux ménages, eh bien on a la formation du revenu des ménages pour 7200 plus 2800, donc 10 000. Ce revenu va permettre aux ménages de financer des dépenses qui sont indiquées ici, donc 3700 de rémunération des administrations, de versements aux administrations publiques pour le paiement de l'impôt sur le revenu, et puis une demande de biens et services, agriculture, industrie, services pour 1700, 1200 et 3400. Et puis on a les dépenses des administrations publiques pour 400, 1500 et 2300 dans les trois secteurs. Alors on peut être intéressé par l'égalisation des sommes de chaque ligne avec chaque colonne. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir ici par exemple 10 000 de formation du revenu par les ménages qui viennent donc de la rémunération du facteur travail et de ce que des entreprises versent l'intégralité des profits aux ménages, et ça permet donc effectivement de financer l'impôt sur le revenu et la demande de biens et services en colonne pour 10 000 au total. On a aussi quelque chose qui est similaire, mais cette fois-ci pour les administrations publiques. Les administrations publiques, en fait, perçoivent de l'impôt sur le revenu de la part des ménages pour 3 700, et puis le paiement de taxes indirectes, 100 dans l'agriculture, 220 dans l'industrie, 180 dans les services. Et donc, leurs ressources totales sont de 4200, ce qui va leur permettre de financer des dépenses pour 400, 1500 et 2300. Et puis, je prends par exemple une égalité offre égale demande de biens et services dans l'industrie, par exemple. Eh bien, pour une production, toute taxe comprise, de 11 220, reflétée donc par une production de 11 220 de taxes indirectes payées dans ce secteur, eh bien, on aura effectivement une correspondance avec la demande. Cette demande, elle provient de 1200 de la part des ménages, de 1500 pour les administrations publiques, et puis de la consommation intermédiaire par le secteur agricole, 2010, l'industrie, 3510, et les services, 3000. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour construire le modèle, donc d'équilibre général calculable avec l'État. Il faut le calibrer sur la matrice de comptabilité sociale précédente. Alors il y a une petite subtilité, et donc on a besoin de faire un petit peu de mathématiques, mais des mathématiques très simples. Donc a priori on partait toujours d'une normalisation du prix du bien I à la consommation, P0 de I égale 1. Et en fait, on sait que la relation qu'il y a entre prix à la consommation et prix à la production. Donc c'est P0 de I égale PY0 de I fois 1 plus la taxe indirecte.
Et donc, a priori, si on a mis P0 de i égale 1, ça va vous permettre de calibrer PY0 de i en divisant P0 de i par 1 plus la taxe indirecte. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître la taxe indirecte, le taux de la taxe. Et ça, vous ne le connaissez pas, vous connaissez juste le montant de la taxation indirecte qui est collectée par l'État. Donc, ce que vous pouvez écrire, c'est multiplier cette relation, les deux membres par y0, et donc ça vous donne P0, Y0 égale PY0 fois 1 plus indirecte taxe Y0 de I. Donc vous pouvez développer PY0, Y0 plus PY0, Y0 indirecte taxe de I. Et là vous avez quelque chose d'intéressant parce que ce dernier terme, c'est justement le montant collecté de taxes indirectes dans le secteur I. C'est en effet le taux de la taxe fois la production en volume, donc les ventes, fois le prix à la production. Et donc, on a bien P0, Y0 qui est égal à PY0, Y0 plus quelque chose que j'appelle Ind tax, qui est le montant collecté de taxation indirecte dans le secteur I. Donc, je peux écrire que PY0, Y0 fois taxe indirecte égale ce montant collecté, Ind tax. C'est évident, c'est ce que j'ai viens juste de dire. Et donc, je peux dire que le taux de taxe indirecte, indirect under slash tax, dans le secteur I, c'est Ind tax, donc le montant collecté de la taxe indirecte, divisé par PY0, Y0. Mais alors, le problème, c'est que PY0, je ne l'ai pas encore calibré. Bon. Donc, il faut que je remplace PY0, Y0, le dénominateur dans cette équation, par quelque chose d'autre, des choses que je connais. Si vous vous référez un tout petit peu plus haut, vous pouvez dire que PY0, Y0, c'est égal à P0, Y0, moins Ind tax. Et là, vous arrivez donc à une expression de la taxe indirecte en fonction d'éléments que vous connaissez, le montant collecté de la taxe dans le secteur I, le prix à la consommation que vous venez de normaliser à 1 et la production en volume. Donc tout va bien. Donc vous posez P0 égale 1, vous calibrez la taxe indirecte en fonction des éléments que vous connaissez selon ce que je viens d'expliquer, et ensuite vous pouvez effectivement calibrer le prix à la production PY0 en fonction du prix à la consommation et du taux de la taxe indirecte. Je vous demande de faire le choc suivant, une baisse de 5 points de pourcentage de l'impôt sur le revenu.